Vous êtes sur le podcast de la CDI sur le design intégré. Dans cet épisode, nous parlerons de design UX avec Margot Lecournay, designer d'expérience utilisateur intégrée chez Mojang Studio, propriété de Microsoft depuis 2014. Mojang Studio, basé entre autres à Stockholm en Suède et à Redmond aux États-Unis, est l'éditeur du jeu Minecraft que vous connaissez tous. Après la présentation de son parcours pour devenir designer UX, Margot nous explique son quotidien, son rôle dans l'organisation et l'évolution du jeu Minecraft, puis nous finissons notre discussion sur la visibilité du design en Suède, devenue la Silicon Valley européenne. Bonjour Margot, pour commencer ce podcast, peux-tu nous présenter ton parcours ? Oui, bien sûr. Donc, pour mon parcours, j'ai commencé par un baccalauréat scientifique avec une option sciences ingénieurs. Du coup, pendant l'option sciences ingénieurs, j'ai eu des cours de génie mécanique, de génie électrique. Bon, ça, c'est peut-être pas le truc le plus intéressant, mais ça m'avait déjà préparé au design que je vais faire après, on va dire, dans le sens où il y avait toujours le cahier des charges, l'électronique, un peu de tout, quoi. Après ça, j'ai fait une mise à niveau d'art appliqué à Lyon. Ça m'a permis de toucher un peu à tout, en fait, de tous les métiers de l'art appliqué. Donc, j'ai fait plein de choses. J'ai fait de la photographie, des cours de peinture, de l'architecture, de la mise en page de magazines, de la mode aussi. Ça, c'était vraiment marrant. Et c'est là où, en fait, j'ai rencontré le design de produits, on va dire. Ça faisait écho avec le background ingénieur et en même temps, c'était très créatif. Et après le design de produits, d'abord, c'était le BTS, design de produits à Villefontaine, et ensuite, donc, la troisième année, la licence. J'ai vraiment adoré le design de produits parce que c'était vraiment, comme je disais, en fait, le mélange entre le côté créatif et le côté, il y a quand même un cahier des charges à respecter. Donc, tout ce qui est plus contraignant, ça demande plus de créativité parce que forcément, il faut salomer entre les contraintes du cahier des charges. Donc, c'est ça que je trouvais génial, le challenge du cahier des charges, basiquement. Pour la licence, j'ai fait en alternance, parce qu'à Villefontaine, c'était en alternance. Et donc, j'ai fait ça dans la boîte qui s'appelle Decathlon. Et c'était génial. De toute façon, travailler pour Decathlon, je pense que c'est une des meilleures boîtes dans lesquelles j'ai travaillé en France. C'est vraiment, c'était génial. Il y avait des moyens considérables pour faire tout ce qu'on voulait. On m'a tout de suite donné beaucoup de responsabilités. Je m'occupais d'une gamme de produits entière alors que j'étais juste alternant. Après la licence, j'ai pris une année sabbatique où je suis partie au Japon. C'était mon rêve depuis que j'étais mioche. J'adorais, j'ai toujours adoré le Japon. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours adoré le Japon, tout, la culture, les temples, la nourriture, les mangas aussi, j'aime beaucoup. Enfin voilà, la langue, tout était beau. Donc je suis partie un an. J'ai pas du tout fait de design. Enfin, j'ai plutôt aidé ici et là en freelance des potes pour des logos ou des pages Facebook ou des trucs comme ça. Mais ça a été une grosse pause de design pendant un an. Et quand je suis rentrée de cette année au Japon, parce que du coup, j'y suis pas restée, je ne savais pas quoi faire. Je savais que je voulais faire un master, mais j'étais pas sûre que ce soit en produit. J'étais pas sûre que je voulais faire, mais j'adorais, mais j'étais pas sûre. Du coup, j'ai travaillé 7 mois, je crois, dans un supermarché, donc rien à voir. C'était horrible. Ça m'a bien décidé à continuer mes études, ça c'est sûr. C'était bien dissuasif. Et j'ai décidé de faire le master à l'école de design de Nantes parce qu'ils offraient justement la possibilité de faire un master qui touche un peu à tous les designs. Du coup, j'allais pas découvrir que du produit, j'allais faire d'autres choses. J'avais le droit de changer de spécialisation si je voulais, ce qui était vraiment cool. Et en plus, le master, la possibilité du master, c'était de le faire à l'étranger. Ça, j'étais sûre que je voulais le faire à l'étranger parce que après un an au Japon, c'était tellement génial. Je voulais vraiment repartir quelque part pour découvrir une autre culture, quoi. Et du coup, voilà, j'ai fait mon master en Chine pendant 2 ans. C'était génial. Avant Covid, la Chine, c'était génial. Qu'est-ce que je peux dire sur le master? C'était très, très libre dans le sens où les cours, c'était pas vraiment des cours traditionnels, c'était plus des intervenants professionnels qui venaient ponctuellement pour donner des leçons sur tel ou tel topic. On avait aussi beaucoup d'anthropologues parce que le titre du master, c'est un peu ronflant, mais ils ont appelé ça master cross-culturel ou quelque chose comme ça.
Du coup, on avait beaucoup d'anthropologie, on devait se fondre dans le pays, quoi, rencontrer des gens, interviewer des gens, regarder les gens. Ça fait un peu psychopathe dit comme ça, mais plus genre apprendre en fait de l'autre culture, mais en vivant la même vie, quoi. Du coup, c'était vraiment, vraiment trop cool. Et en fait, c'est à Shanghai, parce qu'il était à Shanghai en Chine, que j'ai découvert le design d'interface, le design UX et le design UI. Parce que moi, j'avais jamais vraiment réfléchi à ce genre de design-là avant. Et en fait, Shanghai, le fait que ce soit une ville ultra connectée avec tout est interface. Genre, ton téléphone déverrouille la ville entière. Tu te balades dans le métro, ton téléphone. Tu veux louer un vélo, ton téléphone. Tu veux acheter une place de ciné, c'est ton téléphone. Tu veux louer un parapluie, c'est ton téléphone. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser à l'interface. Et en plus, l'interface asiatique est très, très différente de l'interface européenne. Maintenant, je me rends compte. Avant, je ne me rendais pas compte, mais maintenant, je me rends compte. Mais voilà, j'ai appris comme ça. Et j'ai fait mon projet de fin d'études sur, je sais plus, mais bon, du coup, j'ai fait un projet d'interface pour mon projet de fin d'études. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour mon parcours. Hein. C'est un beau parcours déjà. Et c'est par ce projet de fin d'études sur l'interface que du coup, derrière, tu as conduit ton orientation professionnelle vers un univers d'interface, on va dire. C'est grâce à ça et cette découverte-là? C'est ça, parce qu'en fait, l'interface, ça colle beaucoup plus à ma personnalité, parce que en fait, le produit, je trouve ça génial, mais il faut avoir quand même un côté ingénieur très technique. Il faut, de toute façon, on l'a fait à l'école Fontaine, il faut maîtriser toutes les matières, le plastique, tous les process et tout. Et ça, c'est vraiment le côté ingénieur, alors que l'interface, bon, il y a beaucoup de tech, mais il y a un côté maniaque du rangement, structurel, vue globale que moi j'ai dans ma vie personnelle, et ça collait parfaitement avec, voilà, c'était le design fait pour moi, quoi. Ça, D'accord. à peu près. Et donc, du coup, c'est suite à ton master que tu es partie en Suède direct chez Microsoft, ou est-ce que tu as eu une autre expérience professionnelle avant? Non, non, du tout. Ah oui, du coup, j'ai pas fini l'histoire. En gros, j'ai fait mon stage de fin d'études et je voulais, parce que la Chine, ça commençait à roussir à cause du Covid et tout, mais je voulais repartir en Europe, mais je sais que je voulais pas aller en France. Du coup, j'ai choisi la Suède. Ça paraît super random, mais en fait, j'y réfléchis parce que la Suède, je savais déjà qu'il y avait une grosse scène tech, dans le sens où, par exemple, dans le monde, on parle souvent de la Silicon Valley et tout ça, mais en fait, la Silicon Valley européenne, c'est Stockholm. Il y a énormément de tech, énormément de startups, tout est fait pour que tu puisses lancer ta boîte facilement. Ça me fait toujours rire quand on dit la French Tech, parce que je trouve que French Tech comparé à la Swedish Tech, c'est pas encore au point, quoi. On est encore un peu trop traditionnel en France. Ça reste un peu galère. Donc, c'est là que j'ai choisi de faire mon stage, mais j'ai pas commencé tout de suite chez Microsoft, j'ai commencé dans une boîte minuscule, on était 5, je crois, et c'était sur une montre connectée. C'était une start-up. Et après ça, j'ai rejoint une autre start-up, mais beaucoup plus grosse, qui était dans le... Non, j'ai mis un pied dans le jeu vidéo, mais pas vraiment, c'était dans l'e-sport, tout ce qui est compétition de jeux vidéo, quoi, donc les tournois de jeux vidéo, donc l'interface pour les tournois de jeux vidéo. Et finalement, après quelques années, je travaille chez Microsoft, enfin chez Mojang. Pour moi, je travaille plus chez Mojang que Microsoft, parce que ça reste un studio Xbox, mais ça reste un des studios principaux de Microsoft. Voilà. Et comment tu es passé du coup de ce métier de designer d'interface à aujourd'hui un poste qui est plus ce qu'on va appeler designer UX, c'est-à-dire plus design d'expérience? Disons que j'ai commencé, en fait, mon entrée dans le design d'interface, ça s'est fait plus par lui, parce que lui, c'est plus facile, c'est plus accessible. Ça reste, bon, même s'il y a beaucoup de choses qui sont fonctionnelles dans lui, genre les couleurs sémantiques, par exemple, rouge, c'est pas bien, warning, ou vert, c'est bien, tu vois, il y a de la sémantique un peu, mais ça reste quand même un truc très esthétique et donc plus accessible, je trouve. Alors que l'UX, il y a vraiment toute une partie d'anthropologie, de psychologie et tout, qui pour moi sont venus après, parce que j'ai pas précisé, mais entre mon stage de fin de master et là où je suis maintenant, j'apprenais en parallèle de l'UX. J'ai suivi des formations sur Internet. J'apprenais en même temps. Et du coup, aujourd'hui, dans le studio, quand tu dis je suis designer UX, quel est ton quotidien? Comment tu travailles aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, mon quotidien, c'est beaucoup de meetings parce qu'en fait, l'UX, là où je travaille, parce que ça dépend des boulots évidemment, c'est vraiment le lien entre tous les corps de métier. Donc le lien avec les développeurs, le lien avec les product owners, enfin les producteurs, quoi, les managers de produits, voilà, on va dire ça comme ça. C'est le lien avec les gens qui font tout ce qui est argent, marketing, tout ça. Les meetings, c'est une partie importante. Déjà, il y a des meetings avec tous les autres boulots, comme j'ai dit, mais il y a aussi les meetings avec les autres designers UX, où comme on travaille tous sur le même jeu, mais sur plein de petites parties du jeu, il faut quand même qu'on soit tous d'accord sur la globalité, en fait, de l'image globale du jeu, quoi, l'interface globale du jeu. Que vous êtes plusieurs designers UX Oui. et il faut coordonner parce que vous travaillez Oui. tous sur des différentes parties d'un même jeu. Et donc, Oui. il faut quand même qu'il y ait une coordination pour que ce jeu garde un sens et garde une unité. Oui. C'est ça. En fait, il ne faut pas que le joueur voit que toute l'interface a été faite par, je ne sais plus combien de designers on est, mais on est au moins une dizaine. Il ne faut pas qu'il le voit. Donc, ça, c'est une grosse partie de ma semaine où on s'assoit et on regarde tous les travaux des différentes personnes. Et si tout est bien accordé, si on utilise tous les composantes, les boutons, les tables, les trucs de la même manière, pour être sûr qu'on casse aucun pattern et qu'on garde tout fluide, le plus fluide possible. Ça, c'est une grosse partie du travail. Et la deuxième partie du travail, c'est la recherche. Et ça, c'est vraiment ce que je préfère. Et ça, c'est venu que après, parce que c'est des trucs que j'ai appris sur le tas, mais la recherche avec les utilisateurs, donc rencontrer des gens, faire des interviews avec eux, regarder comment ils utilisent le jeu. Par exemple, si je dois refaire une partie du jeu, enfin de l'interface du jeu, je dois d'abord regarder c'est quoi le problème avec l'interface actuelle. Donc ça, c'est pareil, c'est des recherches où je vais donner l'interface actuelle à un joueur et je vais lui demander de faire des tâches. Je vais rien lui dire d'autre, je vais juste lui dire crée un nouveau monde sur cette plateforme, édite le nom du monde. Enfin, je vais lui demander de faire des trucs et je vais lui demander qu'est-ce que tu penses de ça, pourquoi tu penses que c'est comme ça et pourquoi tu cliques là et qu'est-ce que tu penses qui va se passer après. Enfin, voilà, il faut être ultra curieux. Ça, c'est clair, il faut être ultra curieux. Et c'est cette expérience-là qui va synthétiser pour pouvoir ensuite faire évoluer le jeu et proposer une nouvelle arborescence ou des changements ou une nouvelle architecture. En fait, oui et non, mais en fait, chez Mojang, ça s'organise plus autour des grandes visions des leaders. Ils ont une vision et on suit la vision. Ok, donc en fait, aujourd'hui, toi, tu travailles. Tout à l'heure, tu nous disais que dans le design de produit, ce que tu aimais, c'est que c'était très organisé, qu'il y avait un cahier des charges, voilà, que tout était sous contrôle un petit peu. Aujourd'hui, finalement, tu pars pas d'un cahier des charges, tu pars plutôt d'une vision stratégique des managers du jeu. Et de cette vision stratégique, vous devez, vous, les designers UX, donner forme à cette stratégie, finalement, pour que les joueurs puissent y accéder. Ouais, ça part carrément plus dans ce sens-là. Ouais, carrément. Ouais, c'est plutôt ça. Et après, il y a énormément de contraintes techniques par rapport à Minecraft, parce que Minecraft, je sais pas combien il y a de joueurs, il doit y en avoir au moins 141 millions, j'en sais rien, mais il y en a beaucoup. Et du coup, il y a plein de plateformes différentes. Et du coup, techniquement, avec le code, c'est compliqué. C'est compliqué avec toutes les contraintes techniques. C'est aussi supporté en, je sais rien, je sais pas, 14, 24 alphabets, j'en sais rien, mais il y a des tonnes de langues. Donc ça, c'est pareil, ça reste une autre contrainte technique, ça fait une autre contrainte technique. Et le jeu, il est vieux, il a 14 ans. Donc évidemment, il est plus à jour sur plein de choses. Par exemple, Microsoft, et ça, c'est pas un secret, mais Microsoft a à cœur de rendre les jeux accessibles. Et quand je dis accessible, c'est pour les gens qui ont des problèmes de mobilité ou des gens qui ont des problèmes de vision, des choses comme ça. Et ça, c'est pareil, un jeu qui a 14 ans, il est plus au standard d'accessibilité depuis longtemps. Donc ça, c'est aussi un des points où nous, on doit travailler à ce que le jeu soit plus accessible. Donc, du coup, dans les personnes que vous observez, comment ça se passe? Comment vous répartissez les tâches entre les différents designers UX? Est-ce que vous observez des utilisateurs en fonction des pays et du coup, vous ressortez avec des
des observations différentes. Est-ce que certains d'entre vous sont spécialisés, par exemple, sur ce que tu disais, l'accessibilité du jeu, et du coup, vous observez particulièrement un type de population, ou est-ce que non, chacun fait de tout, enfin, observe des gens très différents, dans des pays différents, avec des cultures différentes? Comment vous arrivez à synthétiser ça? Parce que Minecraft, c'est quand même un jeu international. Mm. Oui, en fait, je dirais que c'est plus la deuxième option où tous les designers doivent tout savoir faire. Après, nous, on se répartit le jeu parce le jeu est énorme. Chacun a des domaines qu'il possède, enfin, possède, entre gros guillemets, mais genre, moi, par exemple, l'interface sur laquelle je travaille, et j'ai le droit de le dire, c'est toute l'interface qui est hors du jeu. Donc, tous les menus hors du jeu, c'est moi qui les fais, sauf quelques exceptions où ça appartient encore aux côtés des États-Unis. Parce qu'évidemment, j'ai oublié de préciser, mais Mojang, c'est divisé à Stockholm et aux États-Unis. Donc, il reste une partie des écrans qui appartiennent encore aux US. Mais on a la majorité des écrans à Stockholm. Et oui, ça se répartit par zone. Et après, tout dépend de comment on a décidé de travailler stratégiquement avec l'équipe. Parfois, on décide de s'attaquer à l'accessibilité dès le début d'un projet, ou parfois, on décide que l'accessibilité doit passer un peu plus après d'autres problèmes qu'on a découverts, et on la fera après. Mais en tous les cas, c'est moi qui vais faire tout de A à Z pour un écran qui sera décidé. Et après, comme j'ai dit, je rencontre les autres designers 3 fois par semaine, et 3 fois par semaine, on passe notre temps à discuter sur ce que je vais faire, ce que je suis en train de faire, le travail qui est en cours, quoi. Et du coup, j'ai toujours leur avis, j'ai toujours leur feedback. Ça, c'est super important. On passe notre temps à donner nos avis sur les projets des autres, et c'est comme ça qu'on fait en sorte que tout soit parfaitement logique ensemble, en fait. Si on ne communique pas et si on travaille tous en tube, ça ne fonctionne pas. Mais si on se rencontre assez, on peut faire en sorte que l'interface soit parfaitement globalisée partout. Je ne sais pas si c'est clair. D'accord, c'est très clair et c'est très intéressant. Et j'avais quand même une petite question. Si tu disais, moi, je fais, je m'occupe de tout ce qui est pas, de toute l'interface qui n'est pas à l'intérieur du jeu, et je fais tout. Quand tu dis je fais tout, est-ce que tu codes aussi, et est-ce que tu vas dessiner aussi je sais pas, l'interface, un bouton, un accès, ou est-ce que ça se redivise avec des designers d'interface, des codeurs, et est-ce que vous travaillez tous ensemble? Oui, alors non, moi je fais tout l'UX. Donc, c'est-à-dire que je vais commencer par une recherche, une collecte de données. Donc, comme je l'ai dit, des interviews. Mais ça peut être des données quantitatives, donc c'est des questionnaires par exemple, ou des données qualitatives comme des interviews. Et après, je vais faire le plan, quoi. Comme les architectes, en fait, qui font un plan pour les donner aux gens qui vont construire. Les architectes, ils vont avoir besoin de parler avec le plombier, avec l'électricien, avec plein de gens pour construire le plan parfait, et ensuite on s'attaque au plan. C'est exactement pareil ce que je fais. Donc, je code pas. Après, c'est vrai que si jamais il y a besoin d'un petit changement dans le code, genre changer la couleur de quelque chose ou changer un texte, je peux le faire parce que c'est pas très dur, vraiment pas dur. Mais tout ce qui est codage fonctionnel, moi, je peux pas faire. Et aussi il y a deux choses qu'il faut savoir, c'est qu'on a une équipe qui est spécialisée qui crée les composants, en fait, les boutons, les tables, les petites briques. On a une équipe qui est spécialisée là-dedans, qui maîtrise complètement le design system, ça s'appelle, donc qui maîtrise complètement toutes les petites briques, et eux, c'est leur spécialité, et il y a énormément de travail rien que pour ça. Le deuxième truc à savoir, c'est que pour tout ce qui est artistique, donc les icônes, les illustrations, ce genre de choses, on a aussi un UI artist, c'est les lui. Donc au final, je ne fais pas d'art, d'illustration ou d'icônes. Ça, c'est malheureusement pas, c'est pas ma tâche à moi. Très bien, écoute, merci beaucoup, c'est très clair et on découvre vraiment un métier. Et j'aurais une petite dernière question à te poser avant qu'on conclue ce podcast. C'est à travers tout ce que tu nous expliquais, on a compris que tu tenais vraiment à partir à l'étranger pour découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture. Et maintenant, ça fait plusieurs années que tu es en Suède. Et donc, est-ce que la culture du projet, du design est différente en Suède par rapport à la culture française, et est-ce que tu voudrais nous dire quelque chose par rapport à ça? Oui, bien sûr.
Pour la culture, en fait, j'ai eu la chance de travailler du coup dans plusieurs pays différents. J'ai travaillé en Chine un peu, parce que j'ai fait quelques stages là-bas. Je travaillais en France avec Decathlon et j'ai eu d'autres boulots, mais évidemment pas le design, mais d'autres boulots. Et donc maintenant en Suède. Ce que je peux dire de la Suède, c'est comparé à la France, de mon impression, ils sont beaucoup plus ouverts au changement. En France, on est encore très traditionnel, très hiérarchique. On a le patron, il est toujours derrière votre dos, il regarde si vous avez pointé. Après, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, parce que moi, ça fait déjà plusieurs années que j'ai pas travaillé en France. Mais moi, de mon idée de ce que je me fais de la France, travailler en France, c'est plutôt comme ça, très hiérarchique. Alors qu'en Suède, c'est très différent. Tout est plat. Donc, c'est-à-dire que moi, si je veux, par exemple, je peux aller parler à n'importe qui dans l'organisation. Même, je peux même aller parler à les personnes qui font la vision de Minecraft. Genre, si je veux, je peux même déjeuner avec eux. Enfin, c'est très plat. En fait, il n'y a aucune hiérarchie. Mon manager me donne 100% de flexibilité. C'est-à-dire, si jamais je suis malade, je me sens pas bien, je prends l'après-midi. Si jamais j'ai besoin d'aller à un rendez-vous, je sais pas, pour aller chez le vétérinaire ou pour aller récupérer un colis, je peux. Le plus important, c'est que le travail, la tâche soit délivrée en temps et en heure et correctement, évidemment, de manière qualitative. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La vision du design aussi. La Suède, on voit que le design a vraiment de valeur. Genre, vraiment, les designers UX sont écoutés sérieusement, ils sont vraiment pris en compte, ils sont vraiment intégrés dans le process de réflexion pour le projet. Alors qu'en France, par exemple, je sais que déjà, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que je fais comme travail. J'ai beau expliquer, ils ne comprennent pas trop. Il y a pas trop, il y a moins de tech. Voilà, en France, on est moins sur la tech, moins sur l'UX. C'est encore pas encore présent. C'est peut-être ça l'est, non, moi je sais pas, mais pour moi, c'est pas trop présent. Donc, Ouais, la pour question moi, que c'est j'allais te ça. poser, c'est quand tu croises quelqu'un dans la rue et que tu lui dis je suis designer UX, est-ce que il ouvre des grands yeux et qu'il te regarde comme une bête bizarre, ou est-ce que finalement les gens comprennent rapidement ce que tu fais comme travail? Ah oui, non, en Suède, les gens savent ce que c'est. Bah, parce que déjà, il y a, comme j'ai dit, c'est la Silicon Valley de l'Europe. Donc, il y a énormément de tech. Mais ici, il y a, enfin, je veux dire, c'est le pays de Spotify, c'est le pays de King, hein, Candy Crush. Il y a une énorme scène tech ici. Donc, évidemment, les gens sont au courant. Et surtout, il manque des gens. Il n'y a pas assez de designers, il n'y a pas assez de développeurs. Après, ça doit être le cas en France aussi, mais ici, les gens de mon profil ou d'un profil de développeur sont ultra recherchés et ultra mis en valeur. C'est vraiment cool. C'est vraiment réconfortant. Ouais. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour Mhm. cette interview et pour le partage de ton expérience et de ton métier. On voit que, en tous les cas, tu as eu un parcours encore très différent de toutes les personnes qu'on a pu interviewer jusqu'à maintenant dans notre podcast.